Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Édouard Tétrault. Bonjour Édouard. Bonjour David. Essayiste et conseiller de dirigeant d'entreprise et macrolâtre, on peut dire, à 16 heures perdues. Vous en pensez quoi, puisque c'est la fin de la visite d'État du président aux États-Unis, et malgré les nombreuses démonstrations d'amitié, on l'a vu, ça fait assaut d'amabilité, et je te tape dans la main, tu me tapes dans la main. La réalité, c'est que le président français, a obtenu peu de concessions de la part du président Trump quand on juge encore une fois sur les faits. C'est ça la réalité. Nicolas Bavrez, qui était là à votre place hier, qui est un fin connaisseur comme vous des questions géopolitiques, nous disait qu'il pèse à la marge sur les décisions de Trump. Quand on prend la guerre commerciale, il n'y a rien eu, aucune annonce officielle en tout cas, sur le nucléaire iranien. On parle d'un nouvel accord qui était rejeté directement par les Iraniens, les Russes, les Européens. La moisson est maigre. Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a Donald Trump, il y a les institutions américaines et il y a les États-Unis. Et c'est trois choses assez différentes. D'abord, reprenons le film là où on l'a laissé, c'est le discours au Congrès. Je reprenais la liste hier, des personnalités étrangères qui étaient invitées dans ce qu'on appelle le Joint Session in Congress. En fait, il y a très peu d'invités. C'est déjà un signal, vous savez que c'est la première visite d'État d'un chef d'État étranger aux États-Unis, donc c'est quelque chose d'impactant. C'est un discours qui a été reçu fortement par la classe politique américaine, républicains et démocrates. Évidemment, les républicains tiquaient quand ils entendaient parler de le retour au nationalisme, attention, ça. Mais c'est d'abord un message qui a été écouté, entendu et reçu. Ensuite, il ne faut pas désespérer, il ne faut jamais sous-estimer la capacité de Donald Trump à changer d'avis. Il y a la posture d'une part, et puis il y a les événements qui commandent d'autre part. Le message a été entendu. Vous avez vu, moi j'ai un marqueur, puisque j'étais présent à l'époque, et de comparaison cette session au Congrès où on invite des chefs d'État étrangers. La dernière fois qu'il y a eu un tel enthousiasme, c'était pour le pape. Le pape, on va ouvrir une petite parenthèse, je crois qu'il y a quelques fâcheux en France qui expliquent que c'est lamentable, le président s'est exprimé en anglais, etc. C'est la règle. Même le pape qui parle un anglais difficile s'est exprimé en anglais pendant le... Non mais ce que je veux vous dire, c'est que... Moi je vous parle dans le dur, des concessions, ce qui a été obtenu, en quoi est-ce que le président Trump a infléchi sa position à la marge sur le nucléaire iranien, et derrière on sait que ça n'aboutira pas. Parce que dans cette tango, il faut être plusieurs. Et encore une fois, il y a l'Union européenne, il y a la Russie, c'est niet pour la Russie, c'est niet pour l'Iran. S'il n'y avait pas eu le président Macron, à avoir cette special relationship, cette relation spéciale particulière avec Donald Trump, je crois, et les experts vous le diront, que les frappes en Syrie auraient été beaucoup plus graves et beaucoup plus excessives que ce qui s'est produit. Si nous avons réussi à limiter l'hubris ou peut-être la démesure ou les excès que veut imprimer le président Trump à sa politique étrangère, c'est notamment parce qu'il y a eu cette relation. Mais sur les dossiers clés, convenez quand même que sur les dossiers clés, il n'y a pas d'avancée. David, on va voir, rendez-vous le 12 mai. Vous avez encore un doute sur le 12 mai, sur ce qui va se passer le 12 mai? Mais oui, vous savez, c'est des volte-face de présidents américains, pour le meilleur ou pour le pire, on en a vu, et jusque dans des affaires très récentes, à commencer par celle de Barack Obama. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité de M. Trump à changer d'avis. Il a écouté, il a entendu, une des choses qu'il regarde, c'est la façon dont son opinion réagit. Les standing ovations au Congrès, ce n'était pas uniquement un exercice de communication, c'était les institutions américaines qui célébraient un président français et qui, à l'instar du pape, venaient leur dire « N'oubliez pas qui vous êtes ». N'oubliez pas que c'est vous qui avez inventé le multilatéralisme. Prenons à témoin toutes les institutions américaines. N'oubliez pas que l'ONU, c'est vous. C'est vous qui l'avez... Ne torpillez pas ce que vous êtes. Vous me parlez parole, moi je vous parle acte. Je vous parle, pour l'instant, on ne voit pas. Peut-être qu'on verra. Sur le 12 mai, on a le sentiment qu'hier, le président Macron, face aux étudiants, il avait l'air assez... ou même face à la presse, on a compris qu'a priori, le président Trump ne changerait pas d'opinion le 12 mai, même si personne n'est dans la tête de Donald Trump. Oui, vous savez, on parle d'un pays où un des candidats à la présidentielle il y a quelques années aux États-Unis s'amusait à chanter Bomb Iran.
donc il faut bombarder l'Iran, qui était John McCain, donc il y a un petit peu, les États-Unis ont besoin d'un ennemi parfait. L'ennemi parfait russe a un peu disparu quelques années, il revient. Là, l'ennemi parfait aujourd'hui, c'est l'Iran. Bon, la réalité que nous, Européens, et singulièrement nous, Français, avec cette présidence, comprenons parfois mieux que cette vision très unilatérale du monde, la réalité, elle est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup plus nuancée que cela. Mais la réalité, c'est aussi, par contre, et on finit sur ce sujet parce qu'il y a plein de choses à voir ensemble, mais c'est la guerre commerciale, entre guillemets, l'offensive protectionniste de Trump, là aussi sur ce sujet-là, officiellement, on n'a pas le sentiment que le président Macron a obtenu quoi que ce soit sur... il y a un sursis. Jusqu'au 1er mai, je crois, il n'y a pas de prolongation, enfin officiellement, il n'y a pas une prolongation du sursis qui empêcherait encore une fois ces menaces de taxes douanières s'appliquer sur l'acier et l'aluminium européen. Je veux vous dire, plus globalement, vous n'êtes pas un peu déçu quand même de cette... Non, enfin, il faut quand même, il faut faut pas penser non plus que Donald Trump a une capacité à changer d'avis selon les sujets. C'est un pragmatique. C'est pas non plus une girouette qui dit que dit le président français, alors je me rallie à ça. C'était une promesse de campagne. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, casser le deal nucléaire. Bon, mais les choses, il faut prendre date. 2, les choses avancent. Et 3, je crois que le rôle singulier, parce qu'il y a peu de voix dans le monde aujourd'hui qui l'expriment aussi clairement, le rôle singulier du président de la République qui est de tendre la main, de dire attention, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. Si on revient sur cet accord nucléaire, il faut en avoir un meilleur. C'est quand même une sagesse européenne et motrice qui s'exprime. Je vous reprends l'exemple des frappes millimétrées en Syrie. S'il n'y avait pas eu le dialogue entre le président français et le président américain, on faisait un autre désastre à l'irakienne. Bon, retour en France, on continue de parler d'Emmanuel Macron. Il y a, sur sa première année, on va dire, de mandat présidentiel, beaucoup de chantiers qui ont été ouverts. Pour autant, le changement au quotidien pour les Français semble quand même assez limité, vous en conviendrez. C'est quoi? Parce que c'est trop tôt pour sentir vraiment les effets du changement, parce que ces réformes, certains disent qu'elles sont inachevées. On est quand même dans un drôle de pays, David. Au bout d'un an déjà. Soit il y a trop de réformes, ça va trop vite, soit ça va peut-être pas assez loin. L'expression de ces deux mécontentements, un mécontentement de la droite libérale qui dit mais il faut aller beaucoup plus loin, un mécontentement de la social-démocratie qui dit attention, on est en train de toucher. L'expression de ces antagonistes de ces deux mécontentements montre que peut-être on est sur le droit chemin. Moi, on est sur un chemin de crête qui n'est pas simple. Bien sûr qu'on peut s'amuser à faire des effets de scène, comment il s'appelait, François Fillon, demain à la Laurent Wauquiez, en disant il faut aller beaucoup plus loin, il faut... Enfin, après, il y a la réalité avec laquelle on compose. Moi, je vous parle de la situation économique du quotidien des Français, le sort des Français au quotidien. Je pense notamment aux classes populaires, là où le président Macron décroche. Est-ce que la feuille de paye s'améliore? Est-ce que la feuille d'impôt s'améliore? Est-ce que la promesse qui était de doubler, en fait, d'avoir des classes de CP, nombre de... de les doubler, parce que la racine, c'est quand même ça, c'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait pour les plus défavorisés? D'abord, on commence par leur donner des armes qu'ils n'auraient pas si on les laissait assignés à résidence là où ils sont. Est-ce que cette promesse a été remplie? Oui. Est-ce que ça change le quotidien de ces enfants, des familles? Est-ce que ça redonne un espoir? Oui. Vous voyez, c'est pas... il faut sortir d'une vision un peu à la Hollande. On va sans doute se parler de l'ancien président de la République qui fait vraiment un sans faute dans l'erreur et même dans ses sorties. Aujourd'hui, c'est un peu triste au fond de l'entendre. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, on a un chef. On n'avait plus de président depuis au moins 10 ans. On avait épargné des commentaires désagréables sur les girouettes, les postures de Nicolas Sarkozy qui se couchait après face aux syndicats dès que les syndicats toussaient. Là, aujourd'hui, il y a une vraie réforme qui est en train d'avancer, qui se fait par ordonnance sur la SNCF. Il y a des syndicats dont on se sent bien, qui fantasment une coagulation des mécontentements. Cela ne se produit pas. Les choses avancent. C'est pas simple de transformer un pays aussi compliqué que la France. Et nous avons des résultats concrets. On a un chef. On a l'éducation nationale qui est en train de repartir, de retrouver sa fierté. Vous dire qu'au bout d'un an, on a réglé tous les problèmes, les passifs accumulés par les prédécesseurs, notamment à l'hôpital, notamment en termes de déficit, notamment en termes même de culture du travail. Non,
il faudra beaucoup plus qu'un an. D'ailleurs, les Français donnent quitus, il faut dire ce qui est, au président sur le fait d'aller au bout de ses réformes. Sondage Elab qui montre que 2 tiers des Français lui demandent d'aller jusqu'au bout. Mais il y a la même proportion, et là c'est intéressant, toujours 2 tiers qui jugent la politique fiscale et sociale du président comme étant injuste. Injuste. On ne peut pas se tromper à chaque fois, les Français, non? D'abord, on a un sujet de calendrier. C'est le pari que je crois courageux de l'exécutif, qui est de dire les mauvaises nouvelles tout de suite et les bonnes décalées dans le temps. D'avoir un texte d'habitation, parce que le calendrier est ainsi, ce ne sera pas avant cet automne qu'on mesurera les bénéfices immédiats. Ensuite, il n'y a pas d'argent magique, hein, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin pour reprendre. Donc il faut d'abord relancer la machine, c'est ce qui est en train d'être fait. On va peut-être se parler de croissance. Il nous a vendu du en même temps, et là on a du l'un après l'autre, et l'un après l'autre, c'est ce que nous ont vendu tous les présidents. D'abord on fait l'effort, et puis après on distribue. D'abord les efforts, les réformes, relancer la machine, la croissance, ne pas se faire... C'est ce qu'avait dit François Hollande au moment où il a été élu. Ne pas se faire rattraper par la possibilité d'une crise financière, ça c'est un vrai sujet. Pourquoi, pardon, c'est intéressant, pourquoi crise financière? D'où viendrait cette crise financière? Pourquoi ça sort comme ça dans la discussion de la crise financière? J'écoutais votre prédécesseur. Mais il est très dark, lui. Hein. Oui, je partage avec lui le fait que pour avoir une bonne expérience des crises financières et des bulles, le fait que nous sommes dans un environnement exceptionnel nous sommes à la 9e, peut-être 10e année de croissance économique américaine. Nous sommes dans des moments, une inflation de valorisation d'actifs, notamment aux États-Unis. Voilà, je sais d'expérience, même assez intimement, que ces choses-là ne durent pas. Donc il ne faut pas se faire rattraper par... Mais personne ne peut dater le prochain choc, d'où il viendra, quand il viendra, personne ne sait. Mais raison de plus pour commencer par réformer les structures et la capacité à générer de la richesse de notre pays maintenant. Cette hausse, je reviens encore une fois à la politique fiscale. Attendez, on va prendre, vous voyez, j'entends notamment la musique, ah c'est horrible, on réforme par ordonnance la SNCF, c'est une politique de droitière, etc. Oui. Quelle est la vraie justice sociale? C'est de laisser s'effondrer la SNCF, qui est un bien commun, qui ne fonctionne plus. Vous avez des cheminots qui sont payés 3 000 € en moyenne par mois, avec quand même une pénibilité du travail qui n'a absolument rien à voir avec ce que c'était il y a 1 ou 2 générations. Ils le reconnaissent parce qu'ils sont... Donc c'est la faute des cheminots, c'est ça? S'il y a 50 milliards d'euros de dette, si ça perd 3 milliards par an? C'est drôle, c'est... Quelle est la vraie réforme de justice sociale, David? C'est d'essayer de faire en sorte que la SNCF, qui est un bien commun, remarche, qu'on redonne de la souplesse, de la capacité et une qualité de service, ou alors on dit, OK, qu'est-ce qu'il y a dans les programmes foutu, on privatise et débrouillez-vous. La politique de justice sociale, c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Une politique de droite thatchérienne, elle serait très différente. C'est le constat que ça ne marche pas, on découpe, on dépaisse, mais ce qui a été on privatise. voté, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on arrive à un meilleur service, parce qu'il y aura l'ouverture de la concurrence. Oui. Ça c'est acté, voilà. Il y aura le nouveau statut. Il n'y a plus de statut pour les nouveaux cheminots. Et c'est ce qui fait que du jour au lendemain, les trains vont arriver à l'heure, qu'il y aura un super service. Mais non, mais c'est drôle. Ça, c'est. Vous savez, il faut comprendre. L'économie, c'est la même chose, David. Il faut d'abord enclencher des dynamiques de confiance, des dynamiques de remettre non seulement les gens et l'envie au travail. Vous avez une SNCF qui ne fonctionne plus aujourd'hui, voilà, pour diverses raisons, qui génère de la dette année après année, qui rend un service de plus en plus dégradé. Nous avons le même sujet avec les hôpitaux, c'est probablement le prochain sujet qui sera traité. Je repose la question, quelle est la justice sociale? C'est de laisser tout ça partir en vrille et être privatisé, ou justement faire en sorte d'améliorer et de sauver ces biens communs? Je reviens, vous avez raison, je reviens sur la politique fiscale du gouvernement. La hausse de la CSG, c'est vraiment le truc qui ne passe pas dans l'opinion, on le voit bien. Ce n'était pas une erreur de politique économique d'augmenter, pardon d'être de faire ce gros mécano en disant on va transférer 20 milliards d'euros d'un côté de hausse de CSG pour, en une seule fois au 1er janvier, pour rendre en 2 temps via des baisses de cotisations, etc. Ce n'était pas un gros mécano. Sur la feuille de paye, on ne voit pas vraiment la différence. Hein. Écoutez, d'abord, il y a un sujet d'efficacité. Vous parlez de la CSG en général ou de la CSG pour les retraités? La hausse de la CSG de 1,7 points qui a été augmentée pour tout le monde. Voilà. Bon, bah écoutez, d'abord, il y a un principe comme d'efficacité, de rentrée fiscale au bon moment. Je vous dis, on s'en parlait tout à l'heure, il y a un calendrier, effectivement, de l'effort et de la redistribution. Bambou tout de suite, et puis après la carotte, les petites carottes étalées dans le temps.
C'est comme ça que c'est perçu, vous avez compris. C'est pour Mhm. ça qu'il y a un décrochage dans l'opinion publique. C'est peut-être ça aussi, pour cette raison-là. Écoutez, je ne sais pas, hein. Moi, L'avenir je nous le sais dira. que nous avons des déficits, une dette, qu'il faut à la fois faire rentrer sans casser la mécanique de croissance de richesse. Un mot quand même sur la CSG, parce que le point d'attaque en général, c'est la CSG qui monte pour les retraités. Bon, d'abord, les plus pauvres sont épargnés. Ensuite, dans les yeux, moi c'est chaque retraité que je vois, c'est deux chiffres. 94% des retraités en France vivent au-dessus du seuil de pauvreté, d'accord, en France, 94%. C'est dur pour les 6%, mais 94% vivent au-dessus. Un jeune sur 5 de moins de 29 ans dans ce pays vit en dessous du seuil de pauvreté, n'a pas constitué de patrimoine. Elle est où l'urgence et la priorité? C'est de protéger la rente de ceux qui, pardon, n'ont pas toujours eu individuellement des existences simples, mais une génération qui a beaucoup profité. Ou est-ce que la priorité, c'est de donner un espoir, une capacité d'agir à la jeunesse? Moi, mon choix, il est très clair, hein. Et je crois que c'est le choix courageux, quand on regarde les dynamiques électorales de l'exécutif. Dernier point où l'exécutif justement semble être un petit peu timide, c'est le point de vue de beaucoup de gens, c'est sur la réforme de l'État. Est-ce que vous convenez que pour l'instant on n'a encore rien vu et que le gros du boulot est devant? Parce qu'on n'a pour l'instant aucune indication sur la volonté, encore une fois, de remettre à plat complètement les missions de service public, hein. Encore une fois, on parle en campagne de 120 000 suppressions de postes et on en fait quoi? On en fait 1500 dans le budget 2018. Il y a un sujet là. C'est un peu orthogonal, comme dirait l'autre, hein. Il y a un sujet, il ne faut pas passer à côté d'un effet d'aubaine, entre guillemets, qui est démographique, qui sont les départs à la retraite massifs ces années de fonctionnaires. C'était la bonne intuition qui a été très mal exécutée, mais c'était la bonne intuition de Nicolas Sarkozy, ouais. Un fonctionnaire sur deux. Là, il y a un sujet, il y a effectivement un moment, il faut profiter de ce moment-là, probablement pour aller plus loin dans cette dynamique de réforme de l'État. Là, c'est adepte de la litote, ce point-là. Adepte de la Voilà. litote et de l'euphémisme. Bon, c'est un peu déçu qu'il n'allait pas plus vite que ça, parce qu'on a compris qu'il n'y aurait pas d'effort, rien ne sera fait avant 2020. Donc 2020, ça veut dire que pour arriver à 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires, il va falloir lâcher les chevaux là quand même. Nous avons un pays où les enfants de 1793 sont toujours là, hein, l'extrême gauche, on n'a pas parlé du zadisme, les enfants de 93, les Robespierre, c'est toujours dans le pays. Je crois que l'urgence, la priorité, c'est de redonner espoir et capacité individuelle et collective à recréer de la richesse, en fait à gagner avant de raboter. C'est quand on aura créé une dynamique de croissance et de résultats, c'est la même chose dans Mais les elle est là, la entreprises, dynamique hein. de croissance. 2%, on ne les aura pas tous les ans pendant 5 ans, vous le savez, hein. Faut Il y a des la- cycles, faut notamment la aux États-Unis. conforter, Le jour où c'est la vraiment bien aux consolider. États-Unis, ça se transmettra Voilà. chez nous. Vous le savez mieux que tout le monde, hein. On a encore un peu de temps, David, et profitons de cette période. Je suis Ouais. d'accord avec vous. On se reverra d'ici là. Merci à vous. Voilà. Édouard Tétrault, À donc bientôt, l'essayiste et conseiller de dirigeant d'entreprise, était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.